Les ruines de Tulum, nichées au bord de la mer des Caraïbes, dégagent un sentiment à la fois de beauté et de crainte. L'ancienne cité, perchée au sommet de falaises de calcaire, semblait surveiller l'étendue infinie de l'eau avec une autorité que le temps ne pouvait éroder. Alors que notre petite équipe d'archéologues installait son campement près des ruines, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que nous étions en train d'empiéter sur quelque chose de sacré, quelque chose qui était resté en sommeil pendant des siècles. Nous étions venus ici à la suite de rumeurs faisant état d'un réseau non découvert de grottes sous-marines, cachées sous les fondations de la vieille ville. L'imagerie satellite et les scanners sonars avaient laissé entrevoir l'existence de vastes chambres creusées dans le calcaire, dont les entrées étaient masquées par des siècles de sédiments et de croissance corallienne. La perspective de découvrir des vestiges intacts, des artefacts susceptibles de faire la lumière sur les rituels et les croyances de la civilisation maya était trop alléchante pour être ignorée. Les premiers jours se déroulent sans incident, rythmés par la routine de l'installation de l'équipement, de l'arpentage du site et de la consultation de cartes qui ne sont guère plus que des suppositions éclairées. L'air était chargé d'humidité, le bourdonnement constant des insectes se mêlant au lointain fracas des vagues contre les falaises. Mais alors que nous commencions nos premières sauts-plongées dans les bassins peu profonds, disséminés sur le site, le sentiment d'inquiétude qui s'était installé aux confins de mes pensées a commencé à grandir. C'est le 4e jour que nous avons trouvé l'entrée. À première vue, le bassin était banal, sa surface scintillant sous l'effet de la lumière du soleil, filtrée à travers un couvert de feuilles. Mais à mesure que nous descendions dans l'eau, l'étroite ouverture au fond devenait visible. Une déchirure déchiquetée dans le calcaire, à peine assez large pour laisser passer un seul plongeur. Les courants qui l'entourent sont étranges, tirant et poussant de manière inexplicable, comme si l'eau elle-même était vivante et nous guidait vers les profondeurs. La première plongée était exploratoire, une brève descente pour cartographier la chambre initiale et évaluer les conditions. L'eau était froide et sombre, le faisceau de ma lampe de poche traversant le brouillard pour révéler des parois couvertes d'étranges motifs tourbillonnants gravés dans la roche. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de formations naturelles, résultat de siècles d'érosion, mais en nageant plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait de gravures délibérées, complexes et obsédantes. Les sculptures représentaient dans des scènes de personnes agenouillées, devant une figure imposante dont la forme était à moitié cachée dans un linceul de vagues. Ses yeux étaient lanto grands et ne clignotaient pas, brillant faiblement même dans l'obscurité, et ses membres étaient tendus vers l'extérieur dans un geste qui semblait à la fois accueillant et menaçant. Les gens offraient là quelque chose à la figure, de petites formes qui auraient pu être de la nourriture ou des objets, mais les proportions suggéraient quelque chose d'autre, quelque chose de vivant. Cette constatation m'a fait froid dans le dos, et j'ai senti le poids de l'eau m'oppresser plus lourdement qu'auparavant. Lorsque nous sommes remontés à la surface, l'équipe s'est rassemblée autour de l'ordinateur de plongée, examinant les images avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Le docteur Alvarez, chef de l'équipe, était particulièrement intrigué par les sculptures, ses yeux s'illuminant d'une ferveur proche de l'obsession. Il a parlé de la vénération des Mayas pour la mer, de leur croyance en des dieux qui habitent sous les vagues, et de la possibilité que nous soyons tombés sur un site d'une immense importance culturelle et historique. Mais pendant qu'il parlait, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'image des yeux brillants, de la façon dont ils semblaient me suivre même à travers les images granuleuses, leur regard lourd d'une intention que je ne pouvais pas nommer. Les autres ont mis mes inquiétudes sur le compte de la nervosité, les mettant sur le compte de l'appréhension naturelle de plonger dans l'inconnu,
mais le malaise persistait, s'intensifiant au fil des heures. La plongée suivante nous a emmenés plus loin. Le passage étroit s'élargissait en une série de chambres reliées entre elles, dont les murs étaient ornés de sculptures, de scènes d'offrandes et de rituels. Plus nous avancions, plus l'eau devenait froide, et plus les courants étaient erratiques, nous attirant avec une force croissante, comme s'ils essayaient de nous guider ou de nous repousser. C'est dans la 3e chambre que nous avons trouvé la première peinture murale, une représentation massive d'un sacrifice en cours. Les personnages de la fresque étaient grossièrement dessinés, mais on ne pouvait les confondre, leurs visages se contorsionnant dans des expressions de peur et de dévotion, alors qu'ils se tenaient sur le bord d'une plateforme de pierre. Au-dessous d'eux, l'eau s'agite, sa surface est animée de mouvements, et les yeux de la créature brillent dans les profondeurs, leur lumière projetant de longues ombres sur la scène. Le docteur Alvarez était fasciné, passant ses doigts gantés sur les sculptures comme s'il essayait d'absorber leur signification par le seul toucher. Il marmonnait tout en travaillant, sa voix étouffée par l'appareil respiratoire, et j'ai saisi des fragments de ses pensées, des références à Kukulkan, Cha'ak et d'autres divinités associées à l'eau et au sacrifice. Mais la créature de la fresque ne correspondait à aucun des dieux que j'avais étudiés. Sa forme était trop étrangère, trop éloignée du monde, sa présence trop viscérale pour être confinée à un mythe. Alors que nous nous apprêtions à remonter à la surface, l'eau autour de nous a semblé se déplacer, les courants devenant plus forts, plus insistants. J'ai senti l'attraction contre mon corps, la façon dont elle semblait me guider vers le centre de la chambre, vers la peinture murale, comme si elle essayait de m'attirer dans la scène elle-même. La sensation était si intense que j'ai failli perdre ma prise sur la corde de guidage, mon cœur s'emballant à mesure que je luttais contre la force invisible. Lorsque nous sommes remontés à la surface, les autres parlaient avec enthousiasme, leur voix se chevauchant dans un méli-mélo de théories et de plans pour la prochaine plongée. Mais je ne pouvais pas me joindre à eux. Mon esprit était ailleurs, repassant les images des yeux brillants, de l'eau agitée, du sentiment d'être observé même dans l'obscurité suffocante de la grotte. Il y avait quelque chose de vivant là-dessous, et elle n'en avait pas encore fini avec nous. L'air du camp était chargé d'humidité, la chaleur moite de la jungle s'installant surtout comme une couverture étouffante. Pourtant, c'est le silence qui m'a le plus troublé. Un silence lourd et artificiel qui semblait étouffer même le bourdonnement constant des insectes. Les autres étaient hommes trop absorbés par leur découverte pour s'en rendre compte, leur excitation contrastant fortement avec le malaise qui me prenait aux tripes. Le docteur Alvarez était particulièrement énergique, examinant les images de notre plongée avec la ferveur de quelqu'un qui découvre une vérité longtemps enfouie, sans se soucier de la tension croissante qui régnait dans l'air. J'ai essayé de dormir cette nuit-là, mais les images de la plongée s'accrochaient à moi, les yeux brillants et les courants tortueux repassant derrière mes paupières fermées. Les sculptures semblaient vivantes dans ma mémoire, leurs arêtes vives et précises, comme si elles avaient été gravées, non pas par la main de l'homme, mais par quelque chose de bien plus ancien et de bien moins miséricordieux. Je me suis réveillé avant l'aube, trempé de sueur, le bruit des vagues lointaines s'écrasant contre les falaises résonnant à mes oreilles comme des chuchotements. Lorsque le soleil s'est levé, l'équipe se préparait déjà à la prochaine descente. Alvarez avait repéré une nouvelle zone à explorer, une chambre plus profonde, visible sur les scanners sonars mais inaccessible lors de nos plongées précédentes. Il a parlé de l'importance d'une documentation minutieuse, des percées potentielles que cette découverte pourrait apporter, mais ses yeux trahissaient pour quelque chose d'autre, une faim, un besoin d'en voir plus, de découvrir les secrets que les grottes ont cachés pendant si longtemps. La descente fut plus lente cette fois, les 3 passages menant à la chambre la plus profonde
exigeant des manœuvres prudentes pour éviter les rochers déchiquetés qui jaillissaient comme des dents. L'eau devenait plus froide à chaque mètre, la pression augmentait dans mes oreilles, tandis que l'obscurité se refermait autour de nous. Ma lampe de poche pénétrait à peine dans le brouillard, son faisceau étant avalé par l'abîme, et le silence n'était rompu que par le sifflement rythmique de nos appareils respiratoires. Nous atteignîmes la chambre après ce qui nous sembla être une éternité, le passage s'ouvrant sur un vaste espace en forme de dôme qui défiait l'entendement. Les des murs étaient tapissés d'autres sculptures, aux détails encore plus complexes que ceux que nous avions vus auparavant, et le sol était jonché des restes de ce qui semblait être des outils cérémoniels, des lames obsidiennes, des poteries brisées et des fragments d'os qui brillaient d'une blancheur éclatante sur le sédiment sombre. Mais c'est le centre de la chambre qui a attiré notre attention. Là, s'élevant du sol comme un autel, se trouvait une plateforme de pierre massive, dont la surface avait été lissée par des siècles d'eau et de temps. Les gravures sur ses bords représentaient d'autres scènes de sacrifice, les personnages étant cette fois plus frénétiques, leur posture tordue par la peur et le désespoir. Au-dessus d'eux se profilait la créature, ses yeux luisants projetant des faisceaux de lumière qui semblaient transpercer la pierre, ses membres s'étirant vers l'extérieur dans une étreinte qui ressemblait davantage à un piège. Alors que nous approchions de la plateforme, l'eau autour de nous commença à se déplacer, les courants se tordant d'une manière qui semblait presque délibérée. Je sentis à nouveau l'attraction, plus forte cette fois, une force qui semblait tirer non seulement sur mon corps, mais sur mes pensées plus par le par même, m'attirant vers l'autel avec une urgence à laquelle je ne pouvais résister. Les autres le sentaient aussi. Je pouvais le voir dans leur façon de bouger, leurs mouvements saccadés et non coordonnés, leurs yeux tournés vers l'estrade comme si elle contenait une réponse inexprimée. Le docteur Alvarez fut le premier à l'atteindre, ses mains traçant les sculptures avec une révérence qui frisait l'obsession. Il nous a fait signe de le suivre, ses gestes étant rapides et insistants, et en m'approchant, j'ai vu ce qui avait attiré son attention. Au centre de la plateforme, gravé dans la pierre, avec une précision qui semblait presque impossible, se trouvait un symbole, une spirale, aux bords déchiquetés et inégaux, rayonnant vers l'extérieur en un motif qui semblait se déplacer et onduler sous la surface de l'eau. Les courants s'intensifièrent, tourbillonnant autour de la plateforme en un vortex qui projetait des sédiments et des débris dans l'obscurité. Ma lampe de poche m'a permis d'apercevoir des mouvements, des formes qui se déplaçaient dans l'eau juste au-delà des limites de ma vision, trop rapides et trop fluides pour être humaines. J'ai essayé de me concentrer, de calmer ma respiration, mais l'attraction du vortex était implacable, nous rapprochant de l'autel à chaque instant. C'est Alvarez qui a rompu le silence, sa voix déformée et étouffée par l'eau, mais suffisamment claire pour exprimer son admiration. Il pointa du doigt le symbole et s'empressa d'expliquer sa signification, son lien avec les croyances des Mayas dans les cycles de la vie et de la mort, dans l'équilibre entre le monde des mortels et celui des dieux. Mais ses paroles semblaient lointaines, noyées dans le bruit des courants, le bourdonnement bas et rythmé qui avait commencé à émaner de l'autel lui-même. Le bourdonnement s'amplifia, vibrant à travers l'eau jusqu'à mes os, une résonance qui semblait se répercuter dans ma poitrine, mon crâne, mes pensées même. Les formes dans l'eau devenaient plus claires, juste assez distinctes pour révéler leur inhumanité. Des membres allongés, des yeux qui brillaient de la même lumière artificielle que les sculptures, des mouvements qui défiaient l'écoulement naturel de l'eau. Ils nous observaient. J'ai attrapé Alvarez, ma main se refermant sur son bras pour tenter de l'éloigner de l'autel, de lui faire comprendre que nous devions partir, mais il n'a pas réagi. Ses yeux étaient en effet fixés sur le symbole,
son corps rigide, comme si l'attraction des courants s'était complètement emparée de lui. Les autres Aletim étaient pareils. Leurs visages se relâchaient. Leurs mouvements étaient lents et délibérés, tandis qu'ils se rapprochaient de l'autel. Leurs lampes de poche projetant des faisceaux de lumière erratiques qui ne faisaient qu'approfondir les ombres. Le bourdonnement se transforma en grondement, l'eau s'agitant avec une violence qui projetait des nuages de sédiments dans la chambre. Et je sentis l'attraction s'intensifier, m'entraînant vers l'autel avec une force à laquelle je ne pouvais pas résister. Ma vision se brouilla, mes pensées se fracturèrent sous le poids du son. Et alors que je luttais pour me libérer, je la vis. La créature émergea des ténèbres. Sa forme était vaste et impossible. Ses yeux luisants étaient fixés sur l'autel, et elle se déplaçait avec une grâce qui défiait sa taille. Ses membres s'étendaient, leurs bords se dissolvant dans l'eau comme de la fumée, et à mesure qu'elle se rapprochait, les gravures sur les murs se mirent à briller, leur lumière pulsant en même temps que les mouvements de la créature. Les sacrifices se poursuivaient, et nous étions les prochains. L'eau grondait autour de nous, les courants s'intensifiaient, nous rapprochant de l'autel de pierre, où la spirale incandescente semblait palpiter de vie. Le bourdonnement était devenu une vibration si profonde que j'avais l'impression qu'elle venait de l'intérieur, qu'elle faisait vibrer mes os, qu'elle déformait mes pensées. J'ai essayé de lutter, de m'éloigner de l'autel et de la créature qui surgissait des profondeurs, mais mon corps refusait d'obéir, chaque muscle étant paralysé par la peur et l'effroi. Le docteur Alvarez se tenait devant l'autel, immobile, les mains toujours posées sur les bords déchiquetés des sculptures. Son appareil respiratoire bouillonnait faiblement, seul signe qu'il était encore en vie, mais ses yeux étaient fixés devant lui, écarquillés et sensillés, comme s'il voyait quelque chose bien au-delà de la chambre. Les autres n'étaient pas mieux. L'un après l'autre, ils se rapprochèrent de l'autel, leurs mouvements lents et mécaniques, leurs visages relâchés, comme s'ils étaient d'hommes somnambules vers leur destin. C'est alors que les lumières ont commencé à se déplacer. La faible lueur de nos lampes de poche a été avalée par les murs de la chambre, qui brillaient maintenant de la même lumière pulsée que la spirale de l'autel. Elle se répandit comme un feu, léchant les sculptures, enflammant les figures gravées dans la pierre, jusqu'à ce qu'elles semblent bouger, leurs formes tordues se tordant dans un simulacre de vie. Les scènes de sacrifice se sont déroulées devant nous dans des détails grotesques. Les personnages agenouillés, la créature imposante, les vagues tachées de sang, et la prise de conscience m'a frappé comme une vague. Nous ne faisions pas que regarder l'histoire, nous en faisions partie. La créature se rapprochait maintenant, sa forme massive remplissant la chambre, ses membres s'étirant et s'enroulant dans l'eau comme de la fumée. Ses yeux étaient les seuls à rester immobiles, fixés sur nous avec une concentration qui ressemblait à un poids pesant sur ma poitrine. Ils n'étaient pas seulement brillants, ils étaient et vivants, brûlant d'une intelligence qui semblait ancienne et infinie, un esprit qui avait vu des civilisations s'élever et s'effondrer, et qui n'avait pas été touché par le temps. Alors qu'il atteignait l'autel, les courants changèrent à nouveau, leur force se redirigeant vers la spirale, nous poussant vers l'avant comme si nous étions offerts à la créature elle-même. Alvarez fut le premier à monter sur la plateforme, ses mouvements étant lents mais délibérés, sa main tendue vers le centre de la spirale. Sa voix parvint au com, faible et déformée, mais les mots étaient sans équivoque. « Ce n'est pas la mort », dit-il, le ton plat, sans émotion. « C'est le salut. » Au moment où sa main a touché la spirale, la lumière a jailli, inondant la chambre d'un éclat aveuglant qui m'a brûlé les yeux, même à travers l'eau. Le grondement des courants atteignit un niveau assourdissant, noyant tout le reste, et je sentis l'attraction s'intensifier, m'entraînant vers l'autel avec une force à laquelle aucune force humaine ne pouvait résister. La créature se cabra, ses membres s'enroulant
et se déroulant dans un mouvement fluide qui défiait les lois de la nature, et sa bouche, ou ce que je crus être sa bouche, s'ouvrit. Le son qui en sortit n'était pas un rugissement ou un cri, mais quelque chose de bien pire, une vibration profonde et résonnante qui semblait ébranler le tissu même de la réalité, un son qui s'enfonça dans mon esprit et le remplit d'images que je ne pouvais pas comprendre. J'ai vu des villes submergées par des vagues sans fin, leurs flèches s'effondrant dans les profondeurs tandis que la créature se déplaçait à travers elles, ses yeux rougeoyants projetant leur lumière sur les ruines. J'ai vu des rituels se dérouler dans l'obscurité, des personnages agenouillés dans l'ombre, tandis que la créature se profilait au-dessus d'eux, ses membres dégoulinant de quelque chose qui n'était pas de l'eau. Et je me suis vu, debout devant l'autel, la main sur la spirale, le visage éclairé par le regard de la créature, alors que la lumière me consumait. Je ne sais pas comment je me suis libéré. Peut-être était-ce l'adrénaline, peut-être était-ce un instinct primaire de survie, mais j'ai réussi à arracher mon bras à l'attraction des courants et à me repousser vers l'arrière, loin de l'autel. Les autres n'ont pas suivi. Ils restaient figés, leur corps illuminé par la lumière pulsée, leur visage figé dans des expressions d'extase et de terreur. La créature se rapprocha d'Alvarez, sa forme se courbant et s'étirant à mesure qu'elle l'enveloppait de son ombre. Il ne résista pas, il ne créa pas. Il resta simplement là, les bras tendus, la tête penchée en arrière, comme s'il l'accueillait. La lumière autour de lui s'intensifia, puis il disparut, sa forme se dissolvant dans la lueur comme s'il n'avait jamais été là. Je me retournai et nageais, mes membres brûlant d'effort, ma respiration se faisant par à-coups, paniqué, tandis que je luttais contre les courants. La chambre semblait s'étendre à l'infini, les murs se déplaçant et se tordant dans la lumière vacillante, et j'ai cru un moment que je ne m'échapperais jamais, que je mourrais ici, avalé par la chose qui avait revendiqué cet endroit comme sien. Puis j'ai vu le passage, l'étroit tunnel que nous avions emprunté pour entrer dans la chambre, dont les bords déchiquetés étaient une des bienvenues dans ce chaos. J'ai foncé vers lui, chaque once de force concentrée sur l'ouverture, le grondement des courants s'estompant derrière moi lorsque j'ai franchi le seuil pour retrouver le calme relatif des chambres extérieures. Lorsque j'ai refait surface, le ciel nocturne m'a accueilli dans un silence presque assourdissant. L'eau autour de moi était calme, la lumière de la lune se reflétant sur sa surface comme un miroir, et pendant un instant j'ai cru que j'étais en sécurité, que je m'étais échappé. Mais alors que je me traînais sur les rochers, haletant, je l'ai senti à nouveau. L'attraction, faible mais indubitable, comme un fil attaché à ma poitrine qui me ramenait vers les profondeurs. Les autres n'ont jamais refait surface. Les ruines étaient silencieuses, leurs vieilles de pierre baignant dans la pâle lueur de la lune, et la jungle autour d'elles était immobile, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Je voulais partir, courir le plus loin possible de cet endroit, mais quelque chose me retenait, une trace persistante du regard de la créature, sa présence encore lourde dans mon esprit. Et puis j'ai vu l'eau onduler. Les ondulations de l'eau étaient d'abord subtiles, de faibles perturbations qui auraient pu être le résultat d'une brise passagère ou du tassement de la terre sous les ruines. Mais tandis que je regardais, figé sur place, elles se sont amplifiées, rayonnant vers l'extérieur en cercle parfait et délibéré. La surface scintillait sous la lumière de la lune, son reflet autrefois calme, étant maintenant brisé par des motifs qui semblaient trop précis, trop intentionnels pour être naturels. L'attraction revint, plus forte maintenant, une force qui me saisissait de l'intérieur, me poussant à m'approcher du bord de l'eau. Mon corps se sentait lourd, léthargique, comme si le poids de la présence de la créature pesait encore sur mes pensées, m'entraînant vers les profondeurs. Je luttais pour rester où j'étais, pour résister à la compulsion, mais mes jambes tremblaient à chaque pas,
Ma respiration était superficielle et je luttais pour conserver les restes de ma volonté. La jungle autour de moi était étrangement silencieuse. Le chœur habituel des insectes et les cris lointains des animaux remplacés par un calme si absolu qu'il semblait contre nature. Même les vagues qui s'étaient écrasées contre les falaises de plus tôt dans la nuit s'étaient là-dessus, leur rythme remplacé par le faible bourdonnement qui me hantait depuis le plongeon, un son qui semblait maintenant résonner de partout et de nulle part à la fois. Je me forçais à bouger, à me détourner de l'eau et à retourner vers le camp en titubant. Mais les jambes tséchiastes faiblissaient. Sous moi, chaque pas était une lutte contre l'attraction invisible qui tentait de me ramener en arrière, mais la pensée de retourner à l'hôtel, à la chose qui avait consumé Alvarez et les autres, me poussait à aller de l'avant. Je ne pouvais pas me laisser prendre. Je ne pouvais pas faire partie des sacrifices qu'elle exigeait. Le camp était en ruine quand je l'ai atteint, les tentes éventrées, leur contenu éparpillé sur le sol rocailleux comme les débris d'une tempête. L'équipement était brisé, les moniteurs cassés, leurs écrans sombres et sans vie. Le générateur avait été renversé, ses câbles arrachés, laissant le site baigné dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur de la lune. Il n'y avait aucun signe des autres, pas de corps, pas d'empreinte, rien qui puisse suggérer où ils étaient allés. C'était comme s'ils avaient été effacés, leur présence effacée de la terre, ne laissant que les échos de leur voix dans mon esprit. Des fragments des derniers moments que nous avions partagés avant que tout ne tourne mal. J'ai cherché désespérément sur le site, ma lampe de poche jetant des faisceaux de lumière erratiques sur la dévastation, mais le silence m'oppressait, suffocant, implacable. C'est alors que je l'ai entendu. Un bourdonnement, grave et résonnant, provenant de la direction de l'eau. Je me suis retourné, ma lampe de poche tremblant dans ma main, alors que je la dirigeais vers la piscine. La surface n'ondulait plus, elle bougeait, tourbillonnait à un rythme lent et délibéré qui faisait clapoter les vagues contre les rochers. La lumière a capté quelque chose sous la surface, une faible lueur changeante qui pulsait en rythme avec le bourdonnement, devenant plus brillante à chaque battement. C'est alors que les yeux apparurent. Ils s'élevèrent lentement, perçant l'obscurité de leur lueur aveuglante, l'eau tombant en cascade sur la forme massive de la créature qui s'extirpait des profondeurs. Ses membres se déployèrent avec une grâce fluide, leurs bords se dissolvant dans l'air comme de la fumée, et son regard se fixa sur moi avec une concentration qui me fit froid dans le dos. Il était plus grand maintenant, sa présence remplissait l'espace entre nous. Son corps était une masse mouvante d'ombre et de lumière qui semblait défier le tissu même de la réalité. Je ne pouvais plus bouger. L'attraction était plus forte maintenant, une force irrésistible qui m'enserrait la poitrine et m'entraînait vers l'avant, mes pieds glissant sur le sol comme si la terre elle-même me poussait vers la créature. Mon esprit s'emballait, des fragments de souvenirs et de pensées s'entrechoquaient dans un tourbillon chaotique, mais une pensée s'élevait au-dessus du reste, une prise de conscience singulière et terrible. La créature ne faisait pas que m'appeler. Elle me réclamait. Alors que j'atteignais le bord de l'eau, l'attraction devint insupportable, une force qui fit pencher mon corps vers l'avant, mes mains tendues comme si je m'offrais aux yeux rougeoyants qui se profilaient devant moi. Le bourdonnement s'amplifia, vibrant dans mon crâne, et je sentis ma vision se brouiller, les limites du monde se dissoudre dans l'obscurité, alors que la lumière de la créature consumait tout. Puis, du coin de ma vision, j'aperçus un mouvement, des silhouettes émergeant de la jungle, leurs formes se découpant sur la lumière de la lune. Des soldats, leurs voix étaient lointaines, déformées par le bourdonnement, mais je pouvais voir l'éclat de leurs armes, le flash de leurs projecteurs se découpant sur l'obscurité. Ils criaient, pointaient domptés du doigt, se dirigeaient d'homme vers l'eau avec une précision qui perça le brouillard dans mon esprit. Le premier coup de feu retentit.
un craquement sec qui brisa le bourdonnement et fit reculer la créature, dont la forme se tordit comme sous l'effet de la douleur. L'attraction diminua, la prise sur ma poitrine se relâcha juste assez pour que je tombe en arrière, mon corps s'effondrant sur les rochers, tandis que les soldats se rapprochaient de moi. Leur lumière flamboyait contre la créature, leurs balles déchirées dans sa forme changeante, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait reculer, qu'ils allaient la repousser dans les profondeurs. Mais la créature n'a pas reculé. Elle s'est battue. L'air devint chaotique, les cris des soldats se mêlant au rugissement de la créature qui s'élançait, ses membres s'étirant et se recourbant avec une rapidité et une férocité qui défiaient de l'entendement. Les corps étaient branchés et projetés comme des chiffons, leurs formes se heurtant aux rochers et aux arbres, et l'eau s'agitait avec une violence qui envoyait des vagues s'écraser contre les falaises. Les soldats continuaient à tirer, leurs balles déchirant la forme de la créature, mais celle-ci semblait sans fin, son corps se reformant à chaque impact, ses yeux rougeoyants s'illuminant à chaque attaque. J'ai rampé pour m'éloigner du chaos, mon corps tremblant, mon esprit tourbillonnant de peur et d'incrédulité. L'attraction avait disparu, remplacée par un vide creux qui me laissait à bout de souffle, et alors que j'atteignais la lisière de la jungle, je me retournai pour voir la créature reculer, sa forme dominant les soldats comme une tempête qui aurait pris forme. Puis, dans un dernier rugissement assourdissant, elle disparut, son corps s'effondrant dans l'eau dans une cascade d'ombre et de lumière qui provoqua des ondulations dans le bassin. Le silence qui suivit fut absolu, la jungle retenant son souffle comme si le monde lui-même s'était arrêté pour digérer ce qui venait de se passer. Les soldats avaient armés disparu, leur corps perdu dans l'eau ou l'obscurité, et le bassin était à nouveau immobile, sa surface reflétant la pâle lumière de la lune, comme si rien ne l'avait jamais dérangé. Je suis resté assis là pendant ce qui m'a semblé être des heures, l'esprit engourdi, le corps trop faible pour bouger, et alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, j'ai su que je ne quitterais jamais vraiment cet endroit. La créature avait disparu, mais l'attraction demeurait,